Je me souviens d'un congrès de la FTQ quand c'était le temps de la féminisation du nom de la FTQ, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. Oh là là, les dégâts que ça a fait au congrès, c'était incroyable. Puis je me souviens que Louis Laberge était venu nous voir. À la fin, les filles, on était là, puis on était déçus, puis on était émotives, oui. Et là, il nous disait, les petites filles, faut pas le prendre de même. Il va falloir que vous appreniez à jouer la game. Quand la FTQ a été créée, le membership féminin, écoute, il était assez concentré dans 2-3 secteurs. Et avec le temps, les années 60 ont amené la syndicalisation des femmes dans le secteur public et forcément, ça a amené plus de femmes dans les effectifs de la FTQ. Et finalement, dans les années 70, on voit que le membership est en hausse. C'est là que la FTQ décide de créer le comité de conditions féminines en 1972. Même si nos dirigeants à la FTQ ont toujours été des hommes, derrière ces hommes-là, il y avait beaucoup de femmes. Et puis, c'est toutes ces femmes-là qui ont réfléchi aux positions de la FTQ, qui ont écrit la FTQ, qui ont écrit tous ces documents-là qu'on retrouve ici, là, au centre de documentation et partout. Marie Pinsonneau, qui est une femme qui a marqué l'histoire des femmes à la FTQ, Marie, elle est responsable du dossier de la syndicalisation des travailleuses et travailleurs chez Bell Canada, les téléphonistes et les techniciens. C'était une des premières grandes luttes, celle des téléphonistes dans le secteur privé, qui fut très difficile parce que les femmes, la première des choses, ils voulaient même pas prendre une pancarte, c'était pas féminin, puis c'était pas... Fait qu'imaginez toute l'éducation qu'on a faite ensemble. Les téléphonistes et les techniciens deviennent syndiqués et ça amène évidemment des nouvelles syndiquées à la FTQ. Et Marie joue un rôle, elle est élue au comité des femmes de la FTQ et avec le temps, elle succède à Fernand Daoust comme responsable politique du comité de conditions féminines. Marie Pinsonneau a été la première femme vice-présidente de la FTQ. Elle siégeait seule femme au bureau de la FTQ avec toutes ces petits rois-là, dans le sens où chacun était maître dans son propre syndicat. Elle était là pour représenter les femmes et elle leur disait tout le temps « C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou ». Alors, elle leur rappelait tout le temps, quand il passait quelque chose, qu'il fallait qu'il y ait des places pour les femmes. 1981, c'est un congrès déterminant pour l'avenir du dossier des femmes à la FTQ. À l'époque, on adopte une déclaration de politique sur la place des femmes dans les syndicats. Mais il y a aussi une résolution qui est adoptée et qui demande à la FTQ de créer un nouveau service de la condition féminine. Et c'est moi qui arrive au mois d'août 1982. Je me rappellerai toujours, on est sur la rue Papineau, la FTQ crée le service, j'arrive là, on n'a pas nécessairement prévu de bureau. J'arrive là, je me dis où est-ce que je travaille. En tout cas, finalement, de fil en aiguille, je me retrouve au rez-de-chaussée et puis là, j'ai une feuille et un crayon, puis je commence de même. Je me dis, wow, ça va être quelque chose. En 1987, avant le Congrès, il y a une stratégie que les femmes se donnent. Elles soumettent plein de résolutions parce qu'elles veulent avoir des femmes qui les représentent au bureau de la FTQ. Et c'est là qu'au Congrès, on décide de créer 3 postes de vice-présidente réservés aux femmes. Alors, la première cohorte de femmes vice-présidentes, on retrouve Lorraine Vaillancourt, Diane Bissonnette et Claude Grenier. Donc, elles ont le mandat de représenter les femmes, mais pas juste au bureau. L'idée des postes réservés, c'était aussi la visibilité des dossiers femmes. Non seulement à la FTQ, mais à l'extérieur. Lorraine, elle est devenue responsable politique et présidente du comité de conditions féminines. Alors, tout en étant membre du bureau. Elle venait d'un syndicat de femmes à plus de 85 % qui était le syndicat du vêtement pour dames. Et Lorraine s'est mise à s'impliquer syndicalement et c'était une de celles qui a fait en sorte que le bal des midinettes, qui était annuel, où on élisait la plus belle femme opératrice de machine à coudre au Québec, elle a fait abolir ça en disant c'est pas ça que les femmes veulent. Les femmes veulent améliorer leurs conditions de travail. On n'est pas là pour ça. Elle avait aussi réussi à négocier un congé férié
pour le 8 mars. Ça non plus, ça s'était jamais vu. Je pense que le premier colloque sur l'équité salariale, ça a été la FTQ en 1973. Alors, c'était même avant l'adoption de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui, finalement, a reconnu un travail équivalent à salaire égal. Alors, par la suite, il y a eu aussi un autre colloque extrêmement important de la FTQ, de mémoire, c'est en 89, vous voyez. Le Parti québécois a introduit dans son programme l'équité salariale en 91. Et c'est M. Parizeau qui en a fait un engagement ferme sur le plan électoral durant la campagne de 94. Évidemment, il y a eu la marche du pain des roses qui a mis à l'avant-scène les revendications féministes. Alors, je l'ai proposé au conseil d'administration de la Fédération des femmes du Québec. Puis après, j'ai fait le tour du Québec pour aller en parler aux femmes dans toutes les régions. Les comités d'action des femmes des centrales syndicales avaient un peu pris de l'avance aussi, là. Les revendications du pain des roses se retrouvaient, si vous voulez, comme venant intégrer ces revendications de comités de centrales, notamment de la FTQ. Mais surtout, on a remis le mouvement des femmes sur la carte. Tous les soirs au téléjournal, la population voyait des femmes qui marchaient, des femmes qui se disaient féministes, à un moment où ça n'avait pas tellement bonne presse. Alors ça, c'est une sorte de bénéfice marginal d'une marche qui a été vraiment extraordinaire et dont les gens de cette époque-là se rappellent beaucoup. Et je dirais que les luttes menées grâce à des stratégies collectives, comme entre autres au niveau des coalitions, si vous ajoutez à ça les alliances, ça fait en sorte qu'on avance. C'est sûr qu'on est en changement. On est dans une société actuellement qui change. Les syndicats sont en réflexion. Quel type de syndicalisme on veut mener. Il y a aussi tout l'aspect que les femmes puissent continuer à choisir les emplois qu'elles veulent bien occuper. C'est sûr que je pourrais faire une longue liste, là, mais chose certaine, il faut tendre la main vers les autres. C'est comme ça qu'on arrive à faire des changements et à se dire, on a mené des batailles, on a des stratégies collectives et on a des résultats concrets. Il y en aura pour chaque génération. C'est ça qui est formidable, c'est que chaque génération doit aller le plus loin qui est possible à porter le flambeau du progrès social. Mais je suis convaincue, évidemment, que c'est un chantier inachevé. Il y a des femmes qui ont fait leur place, qui ont fait leur preuve, mais qui ont surtout laissé la place, en tout cas ouvert le chemin pour d'autres femmes qui voulaient s'impliquer. Ce qu'on a fait, on était chacun dans nos syndicats, faire féminiser le nom de nos syndicats, de toutes les autres instances. Fait que les batailles avaient été faites partout. Fait que quand on est arrivé au congrès d'après, ça passait quasiment à l'unanimité parce que tous les débats avaient été faits chacun dans leur syndicat. Alors, puis des fois, quand on faisait des petites affaires, un petit peu en dehors, on nous a la permission de Louis Laberge. Il nous a dit, les petites filles, apprenez à jouer à la game. C'est ça qu'on fait.